est-ce que c'est pas le premier blockbuster nouvelle génération? Ah. Ouais. Est-ce qu'on l'avait pas comparé à Fast and Furious à Si, l'époque? c'était ma grande lubie de l'époque. Voilà. Je voulais dire que la crime était Vin Diesel. Alors, l'as moi, je voulais dire ça à chaque fois. J'en reviens un peu. Pas dit, j'ai dit quelques conneries. Coucou! Tu veux regarder le Code Review? C'est exactement ce qu'on te propose aujourd'hui. Le Code Review, épisode 35, comme Kevin Durant au Phoenix Suns. Okay. Voilà. Je ne sais pas qui est cette personne. Arrête. Pas vous mentir. Kevin Durant. Vaguement. Qui joue avec un ballon, quoi. Bref. Aujourd'hui, on va encore parler rap francophone, comme toujours, avec celui qui a sûrement rêvé d'être meneur des Boston Celtics un jour, mais qui finalement analyse la musique en portant des maillots de football irlandais ou portugais. Raphaël O'Reilly da Cruz, comment vas-tu? Putain, O'Reilly, j'aurais adoré m'appeler comme ça. Bah, évidemment. Ouais, clairement. C'est sûr. Tout va bien, je suis très content d'être ici comme d'habitude. Et celle pour qui les chiffres ne comptent pas, ce qui importe c'est la passion qu'on met dedans. Sandra, Wow. Inspirante Gomez, comment ça va? Ça va super, merci. Bon, aujourd'hui, on n'est pas un épisode comme les autres. Ouais. Nous fêtons un anniversaire. Nous allons revenir 10 ans en arrière, en septembre 2014 exactement. La France sort d'une Coupe du Monde encourageante, mais pas dingue, ouais. 2014. On ne connaît pas encore PNL à l'époque. Eh oui. Ça, à un moment, nous vivions sans PNL. Ce monde a existé. Oui, tout à fait. Wow. Sans Hamza également, mais bon, on n'est pas là pour parler de lui à chaque fois. Le tube dès l'été était You watch me whip, you watch me néné. Il y a une chorégraphie qui va Watch je me, ne watch sais me. pas. Ouais, non, on va. Ouais, Vas-y, Raph, si tu veux. J'ai dit la dernière fois que je me dandinais, pas que je me chorégraphiais. Voilà. Et nous avons un jeune roi dans le rap français qui commence à faire son apparition, c'est un peu exagéré, mais en tout cas il commence vraiment à s'affirmer. C'est La Crime qui sort son deuxième album studio, Corleone. Et donc aujourd'hui nous allons faire un épisode anniversaire. Alors je tiens à préciser aussi que nous enregistrons ça le 26 avril parce que là La Crime il a sorti un premier morceau avec Sofiane Pamar au moment où on enregistre, extrait peut-être d'un nouveau projet, je ne sais pas, ça se trouve au moment où vous voyez l'interview, peut-être qu'il y a eu des nouveautés, peut-être qu'il y a eu, et donc on n'en parle pas puisqu'on est au moment où on enregistre, on n'est pas encore au courant de tout ça. Je préfère le dire parce que ça va tellement vite, je sais pas ce que ça se trouve, il y a eu 2 albums qui sont sortis depuis. Donc voilà, je préfère le dire. Là, ça fait donc 10 ans que Corleone est sorti. On va en parler, bien sûr. On va essayer de se souvenir de l'impact de ce projet-là. Mais avant ça, est-ce qu'on peut peut-être rappeler qui est La Crime à ce moment-là, avec toi, Sandra? Parce que moi, je vais être honnête, je le découvre pas avec Corleone, c'est faux, mais c'est là où je commence vraiment à l'écouter. À comprendre, avant, ouais. Okay. J'écoutais pas vraiment, comme d'ailleurs j'écoutais pas trop Mister You avant. Oui, bah oui. J'ai pris le train un peu tard là-dessus. Ouais, bah justement, il apparaît avec des premières collaborations avec Mister You qui sera son acolyte pendant de nombreuses années, donc ça démarre en 2009. Et puis après, on a une grosse année pour lui en 2012 avec son premier album Faites entrer La Crime avec des featuring notamment avec Rimka Kinyarkana. Puis quelques mois plus tard, toujours le même. On a Niro, Seth Gecko, donc il a toujours collaboré avec des grands noms du rap français. Ouais. C'est tout de suite vite intégré au paysage. Et en 2013, il y a l'EP Né pour mourir, qui pour moi est un moment important quand même dans sa carrière, qui fonctionne bien, notamment avec le morceau Luca Brasi, qui le fait un peu exploser à ce moment-là. Ok. Il arrive à ce moment-là. À quoi ressemble le rap francophone à ce moment-là, Raphaël? En 2014, on a des premiers indicateurs des changements qui vont avoir lieu sur les années 2015-2016 qui sont ô combien charnières, mais justement en 2014, il commence déjà à avoir des choses parce que déjà en 2013, on en a déjà parlé dans un Code Rewind, il y a Or Noir qui sort, qui va vraiment populariser ce style de rap street, à la fois trap et drill, avec toutes ces influences-là, et ces réalités françaises sur ce rap de rue-là. Évidemment, Or Noir 2 qui sort en 2014, mais il y a aussi Gradure et Séchéga qui arrivent. Il y a Instinct Animal d'XV Barbare dans ce registre-là. Quelqu'un comme aussi Niro qui sort Miraculé, donc qui a aussi ce genre d'esthétique musicale, mais aussi qui développe d'autres choses. 2014, c'est aussi l'album Ateyaba de. Bien sûr. On aurait pu en parler, mais est-ce que ça faisait trop, peut-être? Donc il sort, c'est un album qui est devenu culte ou classique, c'est selon, et qui indique aussi pas mal de changements qui vont arriver. Par exemple, cette année-là, il y a aussi la MZ dans un registre qu'on peut rapprocher et qui sortent leur 3e EP, si je dis pas de bêtises. En parlant d'EP, c'est aussi toute la scène parisienne, francilienne qui sort plein de choses. Alpha One, Dean Burbigo, Esprit Noir, Dinos par exemple. Et puis 2014, c'est aussi l'année où Jul arrive avec fracas dans le rap français. Avec 3 disques, Dans ma paranoïa, La crise au Mike Mec et Je trouve pas le sommeil, un artiste qui va considérablement bousculer, mais qui a cette scène, mais qui à ce moment-là est encore un peu vu de manière comme un ovni. Un ovni, exactement, malgré son énorme succès populaire. Et puisqu'on parle de rap populaire, on a aussi toujours en 2014
des disques très pop, avec des gens comme Black M, Ouais. Les yeux plus gros que le monde, ou au Cosmopolitani de Soprano. Et c'est d'ailleurs sans doute le pic, en tout cas dans ce registre de rap-là, commercial, avant justement que les cartes soient redistribuées en 2015 avec l'arrivée de nouveaux artistes très forts, et puis 2016-2017 à partir du moment où le streaming est pris en compte. Parce que d'un seul coup, en fait, pour avoir des gros succès commerciaux, on va plus être obligé pour des rappeurs d'avoir ce genre de cahier des charges de propositions là, quoi. Et c'est intéressant, et ça fait la transition, parce que justement Lacrim, le succès qu'il va avoir avec ce disque Corleone, ça montre aussi que quelque chose se joue sur un style de rap qui est peut-être plus rude, mais qui est aussi plus populaire, quoi. Ouais, tout à fait. Rentrons dans l'album, 10 ans après. Qu'est-ce qu'on en pense? D'ailleurs, on en avait déjà parlé dans un podcast qui s'appelle Thierry, on en avait parlé. On va en reparler. Aujourd'hui, c'était il y a 3 ans déjà. Ouais. Là, c'est vraiment pour les 10 ans. C'est vrai que c'est aussi un album, à bien des égards, qu'un album trap. Ouais. Et on est aussi dans un moment où on reparle à nouveau beaucoup de la trap. On se demande souvent, est-ce que les albums ont bien vieilli, etc. Et d'ailleurs, c'est peut-être parfois un peu une question à la con, parce que c'est pas parce que on fait différemment les choses aujourd'hui que ça veut dire qu'on les fait mieux ou que ça a mal vieilli. C'est pas parce que c'était différent avant que ça a forcément mal vieilli. Même si parfois il y a des choses qui sont dures à écouter. Mais j'ai pas forcément le sentiment avec cet album-là. Moi, en le réécoutant, je trouve que aujourd'hui, enfin, il y a pas de prod qui me choque, il y a pas, voilà. Mais on va en parler. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Comment vous écoutez cet album-là aujourd'hui en 2014? Justement, quand on parle de musique intemporelle qui traverse bien les années, on pense jamais à ce genre d'esthétique-là. En général, les années 2010, elles n'ont pas très bien vécu à ce niveau-là. Parce que on pense souvent à du sample, à des prods un peu plus chaudes qui vont réussir à être un peu en fait, on peut les écouter à n'importe quelle époque, ça peut le faire. En fait, en gros, pour être intemporel, il faut sampler des boucles de soul, quoi. C'est un peu ça. Truc, ouais. Mais justement, là où Corleone est différent, c'est parce que justement, il ressemble fort, comme tu le disais, Raph, à la musique de 2014. Et même peut-être globalement de ces années 2010-là, ce créneau-là. Les prods, elles sont vraiment marquées et empreintes de cette époque. Et pourquoi c'est réussi pour moi? C'est parce que il y va à fond. Et en fait, c'est ça pour moi la force de Lacrim, qui n'est personnellement pas un rappeur que j'écoute beaucoup, très honnêtement. Ouais. Mais à chaque fois que j'ai dû écouter Corleone, quand je me suis replongée dans Tier List, c'était pareil. Et là, pour le coup, je prends énormément plaisir à écouter cet album parce que il va à fond sur tous les morceaux. Ouais. Je pense que c'est son projet le plus divertissant aussi de tout ce qu'il a fait. Parce après. Que c'est un album de célébration. Ouais, voilà, exactement. Exactement. Et je pense qu'en 2034, j'écouterai 24 de La Fève comme en 2024, j'écoute Corleone de Lacrim. Parce que La Fève est le nouveau Lacrim, je l'ai dit. N'hésitez pas à en faire un clip. Faites quelque chose avec ça. Ça entretient moi les gens. Mais en fait, pour le coup, je trouve que toutes les expérimentations qu'il fait, tous les tests avec justement Core qui est hyper important sur cet album, qui va justement pousser la direction artistique d'une manière intéressante avec Lacrim, qui va le pousser à popifier un rap très street. En fait, ça marche avec Lacrim parce que Lacrim, il est convaincu, il devient convaincant, il est super investi dans tout ce qu'il fait. Et en fait, à chaque fois qu'il propose quelque chose, il le fait entièrement, même dans l'univers visuel qui va accompagner le truc. Il y a un peu toute une légende, il y a l'Italie, il y a la mafia, il y a tous ces délires. Mais en fait, peu importe. Là, bien sûr, c'est très empreint de la culture américaine sur cet album, mais tout ce qu'il fait, il le fait à fond. Et les morceaux qui ne se ressemblent pas tous, ou des fois, ça peut choquer un petit peu. En vrai, quelqu'un qui n'a jamais écouté Corleone, qui tombe dessus aujourd'hui, c'est un peu un voyage dans le temps, quand même, je pense. Oui, c'est il y a 10 ans. Hein. Ouais, mais c'est audacieux sur plein de choses. Et le morceau Tout le monde veut des lovés, par exemple, c'est un des premiers singles de l'album. Je pense qu'il n'a pas été clippé, mais c'est hyper pop et en même temps c'est hyper street. Et très rap français du début des années 2000. Exactement. Ouais. Et en fait, il représente bien. Il représente toute une époque, j'ai l'impression, Lacrim. Et non, en fait, je le trouve super fort parce que il teste, mais il prend du plaisir dans tout ce qu'il fait. Et aussi, j'ai l'impression qu'il se prend pas trop la tête sur sa place de rappeur et il est pas en train d'essayer de prouver quelque chose. Ah bah non, mais parce que de toute façon je pense que c'est même pas sa posture de départ quoi. Complètement. Il est dans la débrouillardise et le hustle et en fait nous en tant qu'auditeurs, des fois c'est beaucoup plus satisfaisant d'entendre ça plutôt que des schémas de rimes bien pensés pour bien sonner. Là pour le coup il le fait juste un peu instinctivement parce que aussi il a rien à prouver.
étant donné qu'il arrive dans le rap avec un certain vécu, qui lui donne une espèce de légitimité d'office. Voilà, il est en cavale, il a fait de la prison, etc. Le public, ça le marque quand même. Donc, il arrive un peu plus libre que les autres, je trouve. Et c'est pour ça que pour moi, Corleone, c'est un album super libre, mais qui va à fond dans la proposition. Ouais, c'est vrai, il va à fond. Et puis, il a aussi ce truc-là, c'est que... et ça, c'est toujours un petit peu... Comment dire, dur à palper, mais... il est extrêmement charismatique au micro. Ça, c'est un truc qu'il a toujours d'ailleurs, hein, sa voix, sa prestance. Ce qui fait qu'en fait, quand tu dis il y va à fond, c'est qu'aussi en plus, il incarne grave ça, genre cette espèce de gangster qui a du vécu, qui a fait de la prison, etc. Avec la voix de quelqu'un d'autre, avec un autre visage, ça marcherait pas de la même manière. Alors évidemment, il y a le travail de corps, il y a l'emballage qui est super important, mais après il y a le personnage principal, il y a l'acteur principal. Et là, c'est vraiment, l'acteur, même si j'ai l'impression que beaucoup de choses ont l'air authentiques dans sa vie. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de contenu à l'époque, d'interviews qui ont été faites, où on se rendait compte aussi de la vie complètement folle qu'il a vue et qui participait à cette espèce de phénomène qu'il y avait à l'époque. C'est oui, d'accord, il y a la musique qui est bien, il y a des tubes, mais c'est aussi lui, quoi. Le côté insomniaque, on a l'impression qu'il dormait jamais, qu'il était pas serein, parano, toujours broliqué. Enfin, il y avait vraiment ce truc-là. Et je pense qu'il rajoutait aussi à la dimension, même parfois d'urgence qu'il y avait dans sa musique, malgré le côté pop, malgré les morceaux que tout le monde pouvait chanter à tue-tête, il y avait un truc vraiment d'urgence, genre de survie même. Et lui, dans sa manière de répondre aux questions, etc., ça jouait, je trouve, ça augmentait ce truc-là, quoi. Ouais. Je vais rebondir sur un truc il y a un mot que vous avez utilisé tous les deux, c'est le mot vécu. Dans les années 2000, le rap français, on parlait beaucoup de la street crédibilité, en réadaptant ce mot beaucoup utilisé dans le rap quinri, parce qu'il y a toujours eu effectivement ce truc, notamment dans les années 2000, à partir du moment où le rap s'est un peu durci justement sur ces thématiques de rue, de banditisme, etc., de bicrave, d'être vrai, d'être authentique, et il fallait savoir de quoi on parle. Mais je trouve que justement à partir des années 2010, il y a vraiment cette idée de vécu qui est hyper importante, et cet album-là, pour moi, il est charnière pour ça aussi. C'est-à-dire, comme tu le disais très bien, il y a ce truc très instinctif chez lui. Au fond, c'est un peu comme ce que disait Young Jeezy sur son premier album, enfin pas son premier album, le premier qui sort chez Def Jam en tout cas, Let's Get It, où il disait moi je suis pas un rappeur en fait, je suis un criminel. C'est complètement ça. Et chez La Crime, il y a ça aussi, quoi. Il y avait ça dans les années 2000 avec un peu les mecs qui parlaient beaucoup de drogue, les clips aussi. Il y avait Pusha, il disait I'm not a rapper. Et La Crime, c'est vraiment ça, genre. Je pense qu'il s'est jamais vu comme un rimeur, même s'il a des textes, bien sûr, notamment sur Force et Honneur, etc. Même sur cet album-là, il y a deux morceaux c'est quelqu'un qui sait dire des choses, mais effectivement, c'est pas un rimeur, un technicien, c'est pas sa vision du rap. Exactement. Ce sur quoi ça se joue, et je suis d'accord avec toi là-dessus, Sandra, c'est plus, et toi aussi d'ailleurs, sur cette incarnation, et c'est comment tu mets les tripes avec la voix, etc. Et je trouve en fait cet album, il est important, aussi bien effectivement dans la proposition musicale que comment lui justement il s'approprie, ou il suit les propositions musicales de Corps, Aurélien Mazin, DJ Bellec, etc. C'est qu'en fait ils arrivent à faire de la musique populaire, et je parle pas de mainstream, vraiment ce truc. Parce que c'est pas de la musique, je veux dire, on est loin de Black M et Soprano. Exactement. On doute jamais du fait que ce soit du rap. Exactement. C'est populaire parce que c'est un truc du peuple. Je pense que c'est un truc qui a parlé à plein de gens de quartier sur ces fantasmes, tu vois, d'ascension sociale. Parce que j'y pense, il y avait aussi ce côté-là. Ouais, il est de Paris, de banlieue, il est de Marseille, il est algérien. Il y avait aussi ce truc-là, en fait, qui faisait que c'était le rappeur du monde, exactement, quelque part. Et justement, il y a ce truc d'ascension sociale, de célébration. En fait, sur cet album, il y a des hits, il y a des trucs qui passent en boîte. On pense évidemment au morceau avec French Montana. Bien sûr, même avec Lil Durk. Même avec Lil Durk. Je peux dire qu'on l'a joué en mode party. Clairement, tu vois, je pense que c'est ça. Et tu parlais de Tout le monde de Delové. C'est crapuleux sans être sombre. Et en fait, je trouve que je parlais de Hors Noir tout à l'heure, évidemment parce qu'il y a ce lien musical avec la drill, on parlait de Lil Durk à l'instant. Il y avait une sorte encore chez quelqu'un comme Caris, surtout en plus à cette époque d'Or Noir, de jusqu'au boutisme sur ce truc d'être très sombre et même d'être très sophistiqué, tu vois, dans sa manière de faire des rimes, etc. Chez La Crime, il y a juste l'envie, je pense, de faire de la musique de célébration et qui puisse parler à plein de gens, mais sans la diluer en fait, en ayant toujours ce truc de je fais du rap pour les gens quand même qui en écoutent tous les jours parce que c'est la musique qui les accompagne, quoi. Mais pour moi, il a un truc un peu. Alors, les rappeurs sont différents, mais je pense que peut-être que Corps aussi a joué quelque chose, puisqu'il a, avant ça, il était aux États-Unis. D'ailleurs, il a bossé avec Rick Ross. Pour moi, il y a un truc un peu à la
Rick Ross, en tout cas Maybach Music. Il y a dans deux le morceaux côté, qui sont complètement comme ça. La Rue et Barbade, qui sont moi, quelques-uns, enfin c'est peut-être mes 2 morceaux préférés du projet. Mais même, je trouve que sur ce côté crapuleux sans être sombre, pour moi, Rick Ross, c'est ça. Ouais. C'est qu'en fait, surtout à ce moment-là où il avait vraiment des morceaux, enfin quelques-uns des morceaux trap les plus emblématiques de cette époque-là, tout en ayant aussi des morceaux super chill et tout en sans être. Moi, j'ai jamais vu Rick Ross comme un rappeur sombre. Même dans ses albums les plus crapuleux, les plus gangsters, il y avait toujours un truc, enfin, de la yacht music, quoi. Et ben, Lacrim, il est vraiment là-dedans. Et je pense que ça aussi, c'est sûrement lui, c'est sûrement encore. Je pense qu'ils avaient vraiment un côté très très américain, comme Caris était rapide d'ailleurs, qui était super quinri dans leur appréciation de la musique. Après, leur histoire, elle était, c'était la leur, elle était française. Et par rapport à ce truc quinri, sur cet album-là, il y a quand même 2 des meilleurs feats en rappeur français, rappeur quinri de l'histoire. Et c'était l'époque des feats avec les rappeurs quinri, il y en avait partout. Gradure en a fait, enfin beaucoup. Caris sur Le Bruit de mon âme, Booba, il y en a plein. Enfin, il y en a Dossé, qui a eu Young Thug et Tory. Enfin, vraiment, c'était. Il y a un moment la mode d'avoir des très très gros en plus. Et personne ne s'en est mieux sorti que Lacrim à ce moment-là, qui a quand même fait 2 morceaux. Moi, j'aime beaucoup le Caris Futur, on en parle beaucoup. Mais c'est pas un morceau qu'on joue en club aujourd'hui. Là, les 2 morceaux de Lacrim avec les Américains, en plus avec Lil Durk, qui est quand même aujourd'hui, qui est encore peut-être plus gros aujourd'hui qu'à l'époque, c'est déjà une superstar, qui est vraiment une légende. Fresh Montana, qui est un rappeur super important. Enfin, c'est quand même, c'est pas anecdotique ce truc-là et ces morceaux-là. Donc voilà, ils avaient ce côté-là aussi très américain, je trouve. Sans qu'on se dise jamais Lacrim il fait l'américain, parce qu'en fait c'est Lacrim quoi. Et c'est exactement ça, je pense que c'est aussi là-dessus que ça se joue, c'est que à cette esthétique drill trap, il vient amener sa réalité française. Bien en fait. Sûr. Ce mec qui a connu peut-être les Go Fast et qui réalité française, c'est pas un titre d'un morceau d'un album ça? C'est j'ai un trou. Non c'est pas un morceau de Nesbill qui s'appelle. Moi j'allais dire Nesbill, je crois que c'est sur Roi sans couronne. Ça doit être sur Roi sans couronne. Il me semble. C'est pas le feat avec Karine, non, ça c'est Légende d'hiver. Bref, on est en train de faire chier tout le monde. Mais voilà, pardon, ça m'a fait un choc mental. C'est le moment QI rap, ça, c'est ça. Voilà. Et donc je pense que c'est ça, tu vois, c'est ce truc de je vais reprendre cette espèce de musique de rue à l'américaine, mais je vais rapper ma réalité française avec quoi. Et je trouve que précisément parce qu'il l'incarne, il le fait très bien. Et en plus, même si effectivement on le disait, il y a un côté beaucoup plus instinctif chez lui, il y a des morceaux sur lesquels déjà je trouve qu'il montre des indications que ça peut être aussi un très bon rappeur. Je pense à Pocket Coffee, qui est moi pour le coup mon morceau préféré, qui est justement ce truc d'avoir une sorte de petite guitare un peu méditerranéenne, mélancolique sur un beat trap. Et lui probablement un des textes les mieux écrits là-dessus, parce que non seulement il y a ce côté un peu célébration de revanche de ok, je me suis fait un peu avoir par la rue, je suis tombé, mais je comprends aussi qu'il y a des tourments moraux. Et ça, c'est des choses après qu'il va beaucoup plus travailler sur Force et Honneur, et je pense notamment aussi Persona non grata bien des années après, un petit peu aussi sur les Ripro. Et en fait, moi, c'est là-dessus que ça m'intéresse. C'est cette ambivalence entre je viens croquer le monde, et en même temps, je sais que j'y perds un peu de mon âme et de mes relations familiales, etc. quoi. Voilà. Et puis, c'était aussi le lancement d'un arc Awa quoi, avec Cor qui est un peu qui est producteur réalisateur, lui et d'autres gens qui travaillent avec lui, je crois Aurélien Mazin qui travaille avec lui, Naskid, enfin il n'était pas tout seul aux machines comme beaucoup de gros producteurs, mais c'est aussi ce moment-là où Corleone et le succès de Lacrim va lancer beaucoup de choses, notamment SCH, parce qu'on a tendance un peu maintenant à oublier ça, mais moi je découvre SCH via Lacrim. Il y a des gens qui l'écoutent avant, moi franchement je le découvre via Lacrim. Sur le Ripro volume 1, et cette semaine avec Bouscapé, et ce freestyle légendaire dans cette chambre d'hôtel où il y a tous ces gens-là, c'est quand même un moment important aussi du rap français des années 2010, et cet arc-là, Awa, que Cor a lancé, il était intéressant parce qu'il y avait aussi après le premier Nick le Casino de Sadek, on retrouvait ça. Lapsolaps qui était pas loin, qui est un rappeur que j'aimais beaucoup aussi, qui est toujours dans le coin d'ailleurs. C'est quand même aussi une époque qui était intéressante, je trouve, avec vraiment un roster, un producteur et des artistes avec une star qui était Lacrim et des artistes derrière qui commençaient à arriver. C'était aussi intéressant, c'est aussi l'album de Cor. Bien sûr. Et voilà, et donc c'est, je pense, important cet arc là, moi je l'aimais beaucoup, j'aime bien les écuries de label, tu vois, les trucs comme ça, et c'était vraiment intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, 10 ans après, pour vous, c'est un album qu'on peut qualifier de classique? Ah, c'est dur. Les classiques, c'est toujours dur comme le terme il est difficile. Mais comment est-ce que vous le voyez comme tel? Alors pour moi, c'est un moment du rap français, et donc de ce point de vue là, par rapport à un truc que j'avais dit dans un précédent épisode, je trouve qu'il y a un côté album culte.
Ouais. Et j'ai du mal à considérer que c'est comme un classique. Alors peut-être que les fans de la crime me diront que j'ai T'as complètement envie de tort. dire non, t'as envie de dire non. J'ai envie de dire non parce que pour moi en fait c'est pas encore la forme la plus aboutie de la crime. C'est là on n'est pas d'accord. Toi tu préfères Force et Honneur. Je préfère Force et Honneur et Persona non grata. En fait, j'ai toujours ce truc et je trouve que c'est plutôt à l'honneur de la crime précisément, Oui. parce qu'il a ce truc d'être très instinctif encore. Il n'a pas encore trouvé comment dire la sève de ce qui fait sa personnalité artistique quoi. Là il est sur sa personnalité de justement mec à moitié entre la rue et à moitié entre la musique. Il l'incarne très bien, encore une fois on l'a dit, mais je trouve qu'il va faire encore mieux après parce qu'il va avoir ses déboires judiciaires et qui vont nourrir l'album Force et Honneur justement. Je trouve que sur Force et Honneur, même dans sa manière de faire de la musique de club, par exemple, il va plus faire de la musique de club à l'américaine, il va reprendre un truc de Sfera et Basta. C'est déjà beaucoup plus singulier, donc un grand rappeur italien, enfin une grande star du rap italien ces dernières années. Il va chercher autre chose, donc déjà je trouve que ça s'affine. Ça veut pas dire que c'est mieux. Ah, je sais pas, moi le morceau justement. Ouais, je l'aime bien aussi, mais on fait pas ça. Non, mais ça tue. Putain, on fait mais parce que c'est la danse de l'attraction. Mais évidemment, moi ce truc de la trappe, j'ai kiffé, tu vois. Ouais. Mais tu vois, si encore une fois d'aller chercher sa singularité, oui, je vois ce que de pousser une forme d'aboutissement, je trouve qu'il va faire encore mieux après. Donc, je pense qu'encore une fois, ça incarne un moment, et tu le disais très bien aussi sur ce truc d'Awa. Je sais pas si c'est un classique en tant que tel, mais bon, je pense que plein de chants. C'est peut-être en tout cas l'album de la crime qui est peut-être le plus potentiellement vu comme ça par le public. J'ai l'impression que c'est quand même l'era de la crime. C'est vrai aussi. La plus, même si quand il sort Force et Honneur, c'est n'importe quoi. Hein. Vous vous souvenez de son tweet ? C'était quoi déjà ? La photo de Pablo Escobar, Papa est de retour. Ah oui, légendaire. Je pense que on peut... Avec la série en plus là. Exactement. Ouais. Moi je pense que si un rappeur aujourd'hui revient après une longue absence, il a juste à retweeter ce tweet de la crime qui existe encore, qui est absolument. J'en parlais avec Uzi il y a pas longtemps, qui était dans le code, et on reparlait de ça. Et même lui m'a dit mais Papa est de retour. Tu vois, genre c'était trop. Ça c'est vrai que c'était génial. Ça c'est un truc que je note aussi de la crime, c'est qu'il est pas hyper présent non plus dans le rap et il vient pour délivrer et à chaque fois c'est quand même des événements. C'est vrai qu'à chaque fois il se passe quelque chose. Même le dernier Persona non grata, effectivement, c'était un bon album d'ailleurs. Persona non grata. Pour moi, c'est son meilleur album. Ouais. Parce que précisément, je l'ai déjà dit justement sur ce rap criminel, moi j'aime bien, c'est normal aussi de célébrer et de profiter, comment dire, des fruits de son travail, même si c'est du travail illégal justement quand on parle de la criminalité. Mais justement, c'est aussi de montrer la phase B. C'est-à-dire que tous les trucs. La phase B, morceau 2 Akhenaton. C'est pour ça qu'on vit, putain de merde, juste pour dire Akhenaton. Toujours, tous les jours, il faudrait le citer tout le temps. Exactement. Et d'ailleurs, justement, sur ce truc de, je trouve, avoir un rapport distancié aussi avec ce truc de la criminalité, de la mafia, etc. Il y a à certains égards, tu vois, il y a peut-être des trucs qui le rapprochent aussi, pas complètement, tu vois, mais d'un Akhenaton, tu vois, quand il parle. Tu fais un lien entre la crime et Akhenaton. Ouais, j'y vais là. J'en ai peur. Ouais, moi aussi qui me fait penser à Danny Dan. Par on peut dire ce qu'on veut. Non, mais d'utiliser en tout cas cette esthétique et cette imagerie de manière plus personnelle, quoi. Tu vois, pour se raconter, des tout en ayant, et c'est un truc en commun avec Akash, un truc aussi cinématographique. Exactement. Que Akash sur la Cosca, par exemple. Tu vois, la trilogie, par exemple, la trilogie de morceaux storytelling qu'il y a dans Persona non grata. Je trouve que c'est des trucs qui sont encore plus aboutis que le dernier morceau de l'album qui s'appelle Mon frère, où tu sens qu'il a envie d'aller vers ça, mais après il le fait encore mieux, quoi. C'est mon album préféré de la crime, pour être honnête. Je pense pas que c'est forcément le meilleur. Parce que je pense qu'il s'est vraiment amélioré sur son écriture, même toutes les performances rap, mais c'est celui que je prends le plus de plaisir à écouter de manière indéniable, ça c'est sûr. Il y a aussi un morceau tu parlais de voyage dans le temps, il y a un morceau je trouve qui est déjà à l'époque presque un voyage dans le temps, c'est Loup de la Street en feat avec Amel Ben, parce que déjà à ce moment-là on fait plus trop de refrains chantés, et en le réécoutant je trouvais ça cool, mais peut-être parce que on enregistre le lendemain des flammes, on peut le dire, on fait 2 émissions, et donc il y a La Fouine qui a chanté avec Zao, etc. Et c'est vrai que peut-être que c'est quelque chose qui va, comme il y a des cycles qui va revenir, parce qu'à un moment on a perdu ça, ces chanteurs et ces chanteuses qui venaient sur les refrains, et là sur ce morceau-là je trouve ça cool, je trouve pas ça ringard ou quoi, enfin je trouve ça vraiment bien, c'est un truc qui manque. Et d'ailleurs sur l'album La Crime, qui lui-même considère est pas super réussi, parce que c'est le double album avec Rick Ross pour le coup, Snoop Dogg, tout à fait. Voilà, qui sort en 2019, et il y a un morceau avec Kaina Samet aussi, et qui est pareil en fait. Oui c'est vrai, je me souviens de ce morceau. Et je pense qu'il y a une vraie affection, mais de toute façon je pense que c'est vraiment un enfant du rap du début des années 2000, La Crime, ça se sent dans son approche justement de comment rapper la rue, l'illégal, tout ce qu'on veut, mais aussi sur ces approches musicales là, quoi. Et sur effectivement d'aller chercher Amel Ben, d'aller chercher des gens
2019 Kaina Samet. Je trouve que ça se sent. Le morceau s'appelait Éprouvé. Ouais. Et sur cet album-là, effectivement, il y avait 6ix9ine. Ouais. Il y avait French Montana encore. J'avais oublié ce morceau-là. Snoop Dogg sur un morceau qui s'appelle West Coast. Bien sûr. On va pas se faire chier. Rick Ross, Cheb Mami, voilà, Oxmo Puccino, Soul King, bref, voilà. Mais il y avait quand même, c'était l'album le plus impressionnant peut-être en termes de featuring internationaux, mais qui est celui effectivement que les gens peut-être ont le moins qui était trop décousu. Et en fait, même son auteur lui-même l'avait reconnu. Je crois que c'était au moment de la sortie de Trip Pro 4, dans une interview dans Planet Rap, il disait, en fait, cet album, j'ai compris que je l'avais pas fait dans des bonnes conditions parce que j'étais trop éparpillé. Et ça s'est senti du coup après avec Persona non grata, où je pense qu'il y a eu une forme de concentration avec le retour en plus à la production de corps justement. Tout à fait. Et cet album pour moi il y a un écrin qui va très bien justement à la crime sur le fait de se raconter justement et de raconter en plus presque 10 ans après tout ce qu'il a traversé quoi. Ouais. Corleone de la crime, un album important qui je pense moi est un classique. Je pense qu'en tout cas, par rapport à ce qu'il représente, par rapport à son héritage, je pense que c'est un classique et je pense que c'est. Je sais pas si c'est son meilleur album parce qu'en fait, moi je pense que je mets Persona non grata aussi devant, Corleone en 2, Force et Honneur en 3, je pense. Mais je pense que c'est celui qui est qui a le plus d'impact, qui a le plus beau rayonnement autour de lui. Je pense que c'est Corleone. Et je pense, alors encore une fois, je sais pas, vraiment, je n'ai aucune info, peut-être que ça a été annoncé depuis, mais je pense que s'il faisait ce que Caris a fait avec Corps Noir, genre un concert hommage à Corleone, je sais pas si c'est pareil Corps Noir, mais je pense que il pourrait se passer quelque chose d'assez impressionnant. Je pense parce qu'en fait à l'applaudimètre en fait en termes de succès public, il y avait la tracklist elle est incroyable, la tracklist vraiment il n'y a pas de déchets. Et puis il y a beaucoup de hits en fait. Il y a que des hits. Te mettre à jour, on n'en a pas parlé. Je suis qu'un thug qui est en plus un mème. Enfin voilà. Bon bref, il y a les deux feats avec les Quinry. Il y a beaucoup de morceaux quand même. Tout le monde veut délover. C'est un blockbuster en fait. Cet album c'est un blockbuster à une époque où ça devenait plus compliqué encore une fois dans le rap français, sauf si on voulait faire de la pop quoi. Tout à fait. Là c'est un blockbuster rap quoi. Putain, c'est intéressant. Est-ce que c'est pas le premier blockbuster nouvelle génération ? Tu vois, le truc un peu nouveau, blockbuster. C'est avec vrai on va chercher des hits, mais en restant très rap, quoi. Est-ce qu'on l'avait pas comparé à Fast and Furious ? Si, c'était ma grande lubie de l'époque. Voilà. Je voulais dire que la crime était Vin Diesel. Alors moi, je voulais dire ça à chaque fois. J'en reviens un peu. Pas dit, j'ai dit quelques conneries. Très bien, en tout cas, la crime Corleone, album important. Si vous voulez rajouter quelque chose ou... Franchement, la jeune génération, allez vous plonger dedans. On est à fond dans la trappe. Ça, c'est un très bon album de trap de l'époque. Exactement, et qui a inspiré 24 de la Fève. Donc tu l'as dit. Je l'ai dit. Tu l'as dit, on restera là-dessus. Corleone, la crime, allez le réécouter, on fête les 10 ans, peut-être, je sais pas, qui va nous entendre et faire une tournée autour de ça, je n'en sais rien, ce serait beau en tout cas. Et changeons de sujet et parlons des coups de cœur de la semaine, les albums, artistes que vous avez écoutés. Sandra, tu veux qu'on commence avec toi ? Allez, je commence avec Grand Bazar. Le deuxième volume. Vous avez adoré, vous aussi. On a adoré, c'est vrai. C'est super. C'est excellent. Le morceau de Jungle Jack, Mamma Mia. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça s'arrête jamais. En fait, la prod, normalement, s'arrête. Et du coup, il arrête. Mais le mec, il a une maladie, en fait. Je rappe trop bien. Voilà, je sais pas m'arrêter. C'est incroyable. Donc, Grand Bazar, qui sont du coup une réunion de deux beatmakers, Luzi et Da. On avait parlé du volume 1 avec toi, je crois. Tout à fait. Et génial. Qui viennent de Genève. Donc, SO à la scène suisse, encore une fois. Il se passe des très très bonnes choses là-bas. Ce deuxième volume est un peu différent quand même, parce que sur le premier il y avait des prods beaucoup plus sombres, il y avait un univers un peu plus de banger, moins accessible on va dire. Celui-là, beaucoup plus accessible, beaucoup plus aérien aussi, il va très bien avec le moment dans l'année où il sort là, avec les beaux jours qui reviennent, etc. Ce que j'adore, c'est justement déjà au niveau des prods, il y a quelque chose de très patrimonial justement, avec des vieux samples, du jazz, de la soul, mélangé avec des synthés, quelque chose de très moderne. Je trouve que ça marche hyper bien. Vraiment, juste pour les prods déjà, je trouve ça fabuleux. Mais le casting vient sublimer tout ça. Il y a une réunion de rappeurs assez incroyable. Ouais, vraiment. Un excellent morceau de Holkinry, coproduit par Slimka d'ailleurs. J'avais pas cette info là. Ouais. C'est génial ça. C'est génial. Oki, c'est évidemment un morceau que j'adore. Tedax Max et MAM. Nick Fury. J'oublie Joe Lucas. Et Joe Lucas qui fait un super morceau. Mais pardon, Jungle Jack, pour moi, c'est la claque de ce projet. Ouais, c'est exceptionnel. Tous les morceaux sont bien. Tous les morceaux
connaisseur Chicazo, SO à la scène québécoise, voilà, un ancien. Voilà, ça marche trop bien. Et vraiment, les prods, elles sont géniales. Et les rappeurs, c'est les meilleurs, c'est le mieux de ce qui se fait. J'ai l'impression que c'est un projet qui pourrait durer tout le temps, en fait, avec à chaque fois reprendre soit des mecs actuels, soit des anciens. Enfin, tu sais, il y a c'est une forme de cours de récréation où les mecs viennent et donnent leurs meilleurs couplets et c'est trop bien. Et on sent vraiment que ce qui les unit, c'est des gros kiffeurs de rap, des gros passionnés. Et c'est fait vraiment avec beaucoup de goût, jusqu'à la direction artistique, les visuels, tout est super travaillé, et les arrangements aussi. Vraiment, SO aux arrangements, ils sont super poussés. Donc vraiment, c'est un projet, un petit bijou, c'est hyper esthétisé, mais ça reste juste de l'excellent rap. Du rap, exactement. Voilà. Merci Raph. Eh bien moi je vais vous parler, on parlait d'un rappeur du 94 aujourd'hui, on va rester dans le 94, je vais vous parler de Carson, rappeur qui vient d'Orly, qui est sur une série d'EP ces derniers mois, cette dernière année, et là il vient d'en sortir un nouveau qui s'appelle Bien Joué. Et je trouve justement que depuis quelques sorties, il s'est un peu réinventé. Et il a pris un pli intéressant avec une musique de ride. Ouais, il va sur la... il a écouté Larry June, je pense. Il a écouté Larry June. Ouais, je pense que ça l'a fait kiffer, et je pense que ça fait partie aussi déjà un peu de son ADN musical avant. Il cite aussi Dom Kennedy, il cite Currency sur cette EP, donc je pense que c'est vraiment ce genre de mec. Pardon, excuse-moi, je suis désolé de te couper. Je t'en prie. Parce qu'en parlant de Larry June, je parlais avec Mac Taylor récemment en interview, et qui disait, moi j'ai toujours été fan de Mobb Deep, Prodigy. Pour moi, Larry June, c'est le Prodigy du soleil. Et j'ai trouvé ce truc génial. Et je me suis dit, en fait, j'aimerais que Mac Taylor devienne le Joe Budden français, fasse des émissions et des podcasts, et c'est ce que je veux. Voilà. Donc, on message à Socrate. Juste parce que je trouve ça génial, en fait, de dire Larry June, et c'est un mec qui écoutait Mobb Deep il y a 25 ans, qui maintenant se bute à Larry June, et il voit des points communs, et j'adore ça. J'adore le fait que, voilà. Donc, pardon de t'avoir coupé. Non, je t'en prie. Non, effectivement, la comparaison est intéressante, parce que c'est des mecs aussi qui ont cette manière de rapper en parlant, de parler en rappant, on sait pas trop, donc je comprends un peu ce rapprochement. Et il a pris justement de ces rappeurs-là, des Larry June, des Dom Kennedy, ou encore des Currency, pas seulement le côté justement très laid back, très détendu, des mecs cool quoi, mais aussi le côté un peu charbon, tu sais, d'être déterminé, même si tu fais des petits hustles, même si ton hustle c'est la musique, et reste fixé sur tes objectifs. Il y a un peu ce truc là chez lui. D'ailleurs, il a une phrase à un moment donné, il dit c'est pas de la zik, c'est de la motivation verbale. Et en fait, il y a vraiment ça chez lui qui est très cool. Et en fait, pour moi, si on doit revenir à un côté très français, il y a un côté Driver chez lui. D'ailleurs, ils ont fait un morceau il y a quelques années ensemble. Sur ce côté, justement, je suis peut-être de la rue, mais je suis un mec tranquille, quoi. J'ai des rêves de luxe et d'ascension sociale, mais c'est pas des trucs faramineux non plus, quoi. Il parle juste à un moment d'ailleurs de liberté financière. Il parle pas de richesse, il parle juste de liberté financière. Il a un morceau qui s'appelle comme ça. Et en même temps, il y a ce côté aussi... parce qu'il vient d'Orly, il y a ce côté aussi très mafien qu'un free où parfois il peut être plus incisif, plus irrévérencieux, notamment sur les traits d'esprit liés à la politique. Il a toujours des vannes sur des représentants politiques, notamment de droite et d'extrême droite, et il a toujours ce trait d'esprit très drôle. Même dans sa manière de parler des relations sentimentales, il va parler de sexe à un moment donné. Il a une phrase sur lui-même où il dit « sunnite berbère, lubrique pervers », et j'ai trouvé ça, le rapprochement des mots très, très marrant. Et ouais, en fait, il est drôle, il est second degré sans être rigolo, et ouais, c'est de la détente, quoi. Il y a un morceau qui s'appelle Pussy Retro Gaming où il dit ce que j'aime encore plus que les jus innocents, c'est les Pussy Retro Gaming. Je trouve que ça résume assez bien le truc de cette musique qui se prend pas la tête, mais qui reste quand même sérieuse dans son application, quoi. Parce qu'on aime bien les rappeurs fun, mais on n'aime pas le rap rigolo. Exactement. C'est important de le dire. Et moi, rapidement, mon coup de cœur, c'est l'album Fracturé de Rimkus. J'ai été hypé par un extrait au DVM Show, où il rappait d'ailleurs le morceau Tout est faux, qui est le morceau de l'album, qui est un morceau vérité, on peut dire ça comme ça, un morceau où il se livre vraiment, mais vraiment pour de vrai, où il parle notamment de l'industrie de la musique, des échecs qu'il a pu avoir, de ce que c'est quand tu signes jeune et que t'as qu'on a des projections sur toi, qu'on dit que tout va marcher, etc., et que c'est pas forcément le cas, que ça prend du temps, des trahisons, des faux semblants dans la musique. Ce morceau est vraiment exceptionnel. Tout est faux, et même tout le reste, en fait, c'est quelqu'un qui effectivement est dans une tradition d'un rap, on va dire, qui rappe souvent sur des prods un peu plus trap, assez proche de ce que peut faire quelqu'un comme un Nino, comme un Uzi d'ailleurs également, mais avec une plume qui est extrêmement incisive, avec un vrai côté aussi connaisseur de rap. Il y a vraiment des refs aussi, un certain rap des années 2000, etc. Avec un casting, il faut le dire, assez important, parce qu'on a Nino qui sort d'ailleurs une très bonne prestation, Renoir, ZKR, Maes, et un morceau à la fin avec La Crime dont on en a parlé aujourd'hui, Renoir et Mac Taylor. Mais vraiment, ce qui m'a frappé, c'est sa plume.
Vraiment, c'est quelqu'un qui écrit super bien. Et avec aussi une manière d'écrire qui est différente de souvent les rimeurs que nous dont on va parler ici, la technique, etc. Lui, il est technique, mais d'une autre manière. Et donc vraiment, je trouve que c'est un projet qu'il faut écouter. Et j'ai vu en plus des gens dire sur les réseaux, c'est quoi, on le connaît pas, c'est quoi ce casting. Déjà, il est là depuis longtemps. Mais bien sûr. Rimkus. Il était sur un des premiers projets de la Signé crime. par la crime, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, ça fait longtemps qu'il charbonne. Donc je pense que ça fait longtemps qu'il connaît ces gens-là et que ces gens-là l'apprécient en plus parce qu'il voilà, il existe depuis longtemps. Et donc je conseille à tout le monde d'écouter ce projet Fracturé qui est vraiment de qualité, qui est un très bon album de rap français. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était superbe. Ouais. Écoutez La Crime et on se retrouve dans 2 semaines. Salut.